enseigner les enfants pour qu'ils aient une formation. Mais s'il, elle ou il est incapable de rendre comme nous le souhaitons nos parents, mais il n'a plus un rôle à jouer au niveau de l'établissement. Pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le problème de formation nous tient à cœur. Nous savons que nous, parents aussi, nous avons habitué les enfants à la facilité. L'enfant n'a pas de niveau. Vous allez voir le chef d'établissement pour qu'il passe en classe supérieure. Mais cet enfant-là, même s'il progresse, ce sont ces enfants certainement qui font la pagaille dans les établissements. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'on enseigne. Il est obligé de divertir ceux qui sont venus pour apprendre réellement. Et ça influence au niveau des études supérieures. Vous pouvez avoir le bac sans avoir le bac. Vous voyez ce que je veux dire? Il a le bac, mais il n'a pas les connaissances requises pour avoir ce diplôme-là. Et nous en sommes conscients, et nous, au niveau de l'APEC, nous sommes en train de nous battre. C'est pour cela qu'il y avait des gens à qui, en 2012, il a le BPC, en 2014, il a le bac. Nous nous sommes efforcés au niveau de l'APEC pour combattre ce genre de démarches qui n'honorent pas notre pays. Voilà. Alors, M. Malonga, à cette période de l'année, il y a plusieurs instituts et même universités étrangères qui sillonnent des pays comme les nôtres à la recherche des nouveaux étudiants. Comment vous appréciez une telle démarche? Non, c'est normal, c'est le marketing. On ne peut pas exister si on ne communique pas. Donc, c'est normal que les établissements qui viennent de l'extérieur se disent il y a un marché au Congo, on va partir, on va recruter. Et c'est un peu dramatique parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus la formation qu'on vend, mais on vend l'école. Vous voyez? Et les Congolais, après tout, partir de l'étranger, ça ne pose pas de problème. Mais c'est pour aller étudier quoi et où. Il va de sorte qu'à l'extérieur, les gens ont investi dans l'enseignement. Donc là, comme il a su le dire, rien que quand vous arrivez, vous êtes impressionné par la qualité de l'infrastructure, de l'outil pédagogique qui est offert, de la qualité des enseignants. Ça attire. D'ailleurs, même nos opérateurs économiques, très souvent, préfèrent s'adresser à des Congolais qui viennent de l'extérieur. Parce qu'ils se disent c'est du sérieux. Mais nous, il a dit tout à l'heure, il a dit dans Jeune Afrique que dans les 10 premiers universités, établissements, enseignement supérieur, avec 3. Mais vous allez au net poser la question. Liste des 100 premières universités africaines. Vous ne trouverez pas l'université Marien Ngouabi et vous ne trouverez aucune université d'Afrique centrale. Interrogez votre tablette, liste des 100 premières universités. Vous ne trouverez aucune université de l'Afrique centrale. Et le Rwanda intervient en 50e position. Par contre, vous trouvez beaucoup d'universités de l'Afrique de l'Ouest et beaucoup d'universités francophones. Parce que le thème dont nous parlons, c'est d'abord la politique de l'enseignement. Notre État a failli à tourner le dos à l'éducation. Allez-y à Marien Ngouabi. Qu'est-ce qu'on peut attendre des instituts privés? Peut-être qu'une télé qui va peut-être rapporter un plus. Mais qu'est-ce que l'université Marien? Il y a combien d'ordinateurs dans les différents établissements? Quel est le pack l'informatique? Quel est le laboratoire de langue? Il n'y en a pas. Donc, les universités, les instituts d'enseignement supérieur privés sont le reflet de l'université Marien Ngouabi. Et tout ça parce que l'État a démissionné. L'État s'en fout. Aujourd'hui, quand on crée des emplois, on les crée dans le secteur public. Mais rien n'est fait pour qu'on puisse booster les emplois dans le secteur privé. Et donc, pousser les établissements à faire une offre de formation qui soit en adéquation avec le marché de l'emploi. Je vais terminer par là. Beaucoup d'expatriés arrivent ici. Parce que tout simplement, nous sommes absents. Dans le domaine informatique, de plus en plus de Congolais arrivent. Et on voit aujourd'hui avec Elikia et tout ça, des Congolais qui sont capables de s'épanouir parce qu'ils se sont appropriés l'outil informatique. Mais dans beaucoup de secteurs, nous sommes absents. Vous avez des Chinois qui construisent quelque chose. Il y a 300 Congolais, 300 Chinois. Est-ce que c'est normal? 300 Congolais, 300 Chinois pour un chantier. C'est que les 300 Chinois occupent les postes que nous, on devait occuper parce que nous n'allons pas en Chine pour faire la formation dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des travaux publics.
Dans le domaine des panneaux solaires, je ne sais pas combien de Congolais sont en train de faire, parce qu'il paraît qu'il y a un projet sur les panneaux solaires. Combien de Congolais ont été formés ou se forment pour aller s'approprier la technologie des panneaux solaires dans un pays aujourd'hui, il y a un problème d'électrification. Donc, le problème, le responsable, c'est l'État. On politise tout. La politique ne développe pas un pays. La politique ne développe pas un pays. C'est la formation qui permet de développer un pays et de pouvoir aboutir à l'émergence. On ne peut pas émerger avec des gens qui seront absents par rapport aux enjeux de demain. L'offre de formation du Congo aujourd'hui ne répond pas aux besoins immédiats et aux besoins futurs parce qu'il n'y a pas d'investissement dans le domaine de la formation, tant au niveau étatique qu'au niveau privé. Et qui fait que nous regardons ce qui se passe en Afrique du Sud, nous regardons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous regardons ce qu'on pallie, nous qui sommes enseignants, quand on va à l'étranger. On est KO, on est surpris de voir que nous sommes encore au XXe siècle. Hein. Oui, c'est ça notre drame. Donc, l'attrait de l'étranger est dû au fait qu'il nous propose mieux. Et les opérateurs économiques, très souvent, préfèrent recruter un enfant qui a eu un BTS dans ce pays que celui qui a eu un BTS dans le pays qui est le nôtre. Et c'est pourquoi nous avons 70% de chômeurs. Dans tous les domaines, de la licence jusqu'à la master. Regardez ce qu'on nous propose, banque et assurance. C'est extraordinaire. Où on est banquier, où on est assureur. Mais en 2 ans, on peut devenir et banquier et assureur. Quant à la banque, est-ce que nos écoles sont parties interroger les banquiers pour savoir quel est le type de formation dont ils ont besoin? Parce que dans la banque, là, il y a les banques privées, il y a ceux qui font l'option des particuliers et l'option des professionnels. Aujourd'hui, la mode, c'est transport et logistique, même dans ce domaine. Mais il y a 2 types de logistique. Il y a la logistique de transport aérien et puis il y a la gestion de stock. Combien de Congolais sont formés pour être dans la prestation logistique, pour aller travailler dans les compagnies aériennes? Donc déjà même là, les mots qu'on manipule, aujourd'hui les Blancs ne parlent plus de transport logistique. Hein. Ils parlent de transport et prestation logistique. L'offre est beaucoup plus grande. Et tous, on s'engouffre sans savoir quels sont les débouchés qui s'offrent à nous. Si j'enlève Congo Terminal, peut-être Total, qui fait logistique dans ce pays? Oui. En tout cas, les CFSO ne connaissent pas ce que la BTS transport. Pourtant, c'est pour eux qu'on est là. Il y a combien de compagnies aériennes? Parce que comme la logistique, il faut d'abord la définir. Donc, c'est pour dire que nos enfants devaient dire, je m'en vais au cybercafé, poser la question, que puis-je faire avec un bac A? Que puis-je faire avec un bac S ou C? Que puis-je faire avec un bac G2? En ce moment-là, nous, ici, on peut répondre à toutes ces questions. Mais le monde est... C'est à eux, justement, de fournir ces efforts, d'aller... De regarder, de dire, bon, chaque fois que je suis tombé sur une option, je dis, quels sont les débouchés? Et par rapport à ça, je fabrique mon projet professionnel pour choisir et la formation et le pays où je dois le faire. Parce qu'on ne va pas... Beaucoup de Congolais vont à l'étranger et c'est sur place qu'ils vont découvrir dans quel établissement je vais m'inscrire. Donc, en partant d'ici, il ne sait même pas dans quelle école il va être. Il va aller au Sénégal, il va aller au... Non, c'est l'enfant et le bac, je l'envoie au Sénégal. Mais pour faire quoi? Dans quel établissement? Quelles sont les exigences qu'il y a? Aujourd'hui, nous avons Marie Ngouabi. C'est un établissement, les enfants font le concours. Mais il n'y a aucune perspective. En fait, le concours est fait pour leur justifier la bourse la première année. Ce n'est pas pour justifier qu'ils vont devenir ceci et que le marché de l'emploi les attend. C'est ça qui est dramatique. À l'ISG, c'est ma maison. On fait le concours pour y entrer. Mais rien ne différencie d'enfant qui sort avec un diplôme de l'ISG de celui qui sort d'une école privée. Et pourtant, ce monsieur-là a fait un concours. Mais apparemment, il a fait ça pour avoir la bourse la première année. Si on exclut ceux qui font médecine, vous allez à l'IDR, si je peux l'appeler comme ça, vous allez faire élevage. Mais il n'y a rien qui vous attend. Alors que l'État, en mettant les concours, devait créer les conditions pour dire je vais recruter dans le temps, parce qu'il y a pour eux un marché de l'emploi qui existe. Donc, comme l'a dit, l'État perd l'argent. Pour rien. Et après, on se plaint qu'on n'a pas assez d'argent. Ça coûte cher former un étudiant. Quelle est la contrepartie de tout ça après 3 ans? Avoir donné la bourse à cet enfant-là, avoir payé les professeurs, après avoir amorti tout ce qu'il faut pour le former, pour qu'il se trouve dans la rue. Mais il faut être un pays comme le nôtre, où l'investissement
c'est quoi? C'est une privation à un moment donné en vue d'un gain futur. Pourquoi investir s'il n'y a pas un gain? Je parle en tant que financier. Oui. Alors, M. Cédric Ndimbou, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de s'inscrire au Sénégal afin de poursuivre ses études supérieures, vous qui êtes resté longtemps dans ce pays? Bien entendu, il est facile si l'on remplit les conditions. Monsieur Malonga vient de le dire, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les gens ne font pas les bonnes recherches. Et d'ailleurs, avant même la terminale, un enfant depuis la seconde devrait déjà... Enfin, l'idéal, c'est qu'il sache vers quoi il va s'orienter et ce qu'il va faire, et qu'il ait les arguments. Et là, j'interpelle également M. Mwakassa, les parents d'élèves. Les parents doivent suivre ça. Les parents doivent être capables de dire... C'est parce on est dans un pays où les gens sont un peu bloqués. Les parents doivent aller sur Internet, regarder les options que l'enfant choisit, dont il vient leur parler, savoir ce que ça offre, parce que les parents sont le premier référentiel vers lequel les enfants se tournent. Et pour s'inscrire au Sénégal, il faut remplir les conditions. Il y a des écoles qui sont très exigeantes. Il y a des écoles qui sont moins. Et ça ne se passe pas qu'au Sénégal. Au Maroc, pareil, quand on voit les amis qui ont étudié au Maroc, il y a des écoles qui sont très exigeantes, il y en a qui le sont moins. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils partent, comme l'a dit M. Malonga, c'est arrivé sur place qu'ils déterminent l'école où il va aller, c'est arrivé sur place qu'ils déterminent même peut-être la formation qu'il va faire. Il y a des gens qui partent ici avec une idée, arrivés là-bas, j'ai pas les conditions, je respecte pas les conditions, je me suis pris en retard pour m'inscrire, voilà, bon, au lieu de faire médecine, bon, je vais me retrouver en train de faire, je sais pas, gestion des ressources humaines. Ça ne devrait pas se passer comme ça. On a aujourd'hui tous les outils, je pense qu'on est tous sur Internet. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a la possibilité aujourd'hui de rechercher. Mais les gens utilisent ces outils-là pour faire d'autres choses, ce qui est vraiment dommage. Les parents ne vérifient, en général, même pas les écoles où sont inscrits les enfants. Aujourd'hui, les parents sont des pourvoyeurs de fonds. C'est dommage. On devrait avoir des parents qui savent que son enfant va aller dans telle école pour faire telle formation, et avant d'envoyer son enfant dans une école, il faut regarder donc les accréditations que l'école a. J'ai cité par exemple 2 choses. On sait aujourd'hui, on est dans une sous-région où le CAMES régit l'enseignement supérieur. On sait aujourd'hui qu'un enseignement bien délivré doit être agréé par l'État où se trouve l'enfant. Donc c'est les 2 premières choses à vérifier. Est-ce que ces écoles sont agréées par le CAMES? Est-ce que ces écoles sont agréées par le... Est-ce que les diplômes ensuite sont agréés? Parce que l'école peut être agréée, mais par exemple, il y a des écoles dont le BTS est agréé, mais pas la licence. Donc il faut savoir, est-ce que le diplôme que l'enfant choisit de faire, s'il veut faire un master dans cette école-là, est-ce que le diplôme est agréé par le CAMES qui régit l'enseignement dans la sous-région? C'est déjà quelque chose que beaucoup ne font pas. Ensuite, les enfants eux-mêmes, ils ont la responsabilité parce qu'il y va de leur avenir. Lorsqu'on a le bac, on est majeur. Ça veut dire qu'on s'oriente aujourd'hui pour une autonomie, vers l'autonomisation. On va devenir un adulte responsable qui va se prendre en charge. Donc on devrait également, nous, futurs étudiants et étudiants, lorsqu'on s'inscrit dans une école, être capable de savoir si les diplômes de cette école sont reconnus, si le diplôme de cette école offre des débouchés intéressants, tant dans le pays que l'on se trouve, tant au niveau international. Et ensuite, remplir les conditions. Aujourd'hui, dans certaines universités au Sénégal, je prendrai le cas de Cheikh Anta Diop, pour faire médecine, il faut certaines notes au baccalauréat. Et ils vont plus loin. Il y a des écoles qui regardent plus loin, qui regardent les diplômes, les notes de terminale, par exemple. Donc, il faut s'efforcer à connaître ces conditions-là avant d'aller s'inscrire, que de se retrouver dans les positions qu'on a vécues. Même nous, à notre époque, des étudiants qui arrivaient, qui n'arrivent pas à s'inscrire à la fac parce qu'ils n'ont pas pris des renseignements avant, parce qu'ils ne savent qu'à pour s'inscrire à la fac de médecine au Sénégal, rien que pour donner cet exemple, il faut passer par l'ambassade du Congo qui doit valider, ensuite envoyer le dossier au niveau de Cheikh Anta Diop, envoyer le dossier bien avant. Non, il y a plein de gens qui ne le faisaient pas, qui arrivaient, et ils passent une année où il n'a pas pu s'inscrire. Et malheureusement, je comprends ces choses-là il y a 15 ans, dans les années 2000, 2002, je comprends que ça arrive, mais à l'heure où aujourd'hui la communication est développée, où on peut appeler quelqu'un au Sénégal, on est tous les jours sur WhatsApp pour discuter avec des gens à l'étranger, on devrait être capable, même par nous-mêmes, de savoir quelles sont les conditions à remplir. Toutes les universités, là, elles ont des sites web. Déjà, moi, je m'inquiéterais que mon enfant est dans une école qui n'a pas de site web, où je ne peux pas voir les formations données et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'inscrire à l'étranger, c'est prendre des dispositions. Derrière, il faut reconnaître qu'il y a un coût. Certaines écoles dont je viens de parler, qui sont aujourd'hui, par exemple, des écoles que Jeune Afrique a citées, enfin, je ne vais pas faire de publicité, je précise, je citerai le CESAC, par exemple, c'est une école qui coûte cher. Donc, il faut se préparer en conséquence. Il faut que les parents sachent dans quoi ils vont s'engager. Derrière, à côté des frais d'écolage, il y a donc des frais de vie. Donc, un appartement,
Et tout ce qui est logistique à côté, le déplacement, l'alimentation de l'enfant durant cette période-là. Ça aussi, il faut que les parents soient prêts. Donc peut-être qu'aller à l'étranger, ça peut être une bonne option, mais il faut bien l'évaluer. Il y a des pays comme le Sénégal où aujourd'hui, la vie est assez élevée. On se trompe souvent en se disant que la vie coûte moins cher. Ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, on a à côté le Cameroun, où il y a des écoles correctes, mais où la vie coûte un peu moins cher. Donc ça peut être des options que les parents peuvent exploiter. Merci. Mesdames et messieurs, en matière de télé, le temps, c'est le temps. On n'a pas puisé complètement notre sujet, mais nous reviendrons à la prochaine occasion, toujours avec le même thème. Alors, je vous dis merci de l'avoir suivi. Je remercie également nos invités qui ont bien voulu faire le déplacement de notre studio afin de participer à ce numéro. Merci également à Landry Moulumbu qui était derrière la caméra, ainsi qu'à toute l'équipe technique de l'émission Regard sur l'école. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.